Alors cette bourse Jean Guérin, nous l'avons créée en 2019 pour soutenir une autrice ou un auteur dramatique. Dans notre pays, les autrices et les auteurs sont parmi les artistes les plus précaires et les moins protégés socialement. Ils sont pourtant à la jeunesse de la création et garantissent, de par leur propre diversité, la diversité des réflexions, des idées, des pensées, des sujets et des esthétiques. Elles et ils sont très nombreux dans notre ville, vous le savez, qui réunit par ailleurs un très grand nombre d'artistes de toutes disciplines. D'où l'idée de cette bourse à laquelle nous avons donné le nom de Jean Guérin, un grand comédien, metteur en scène et écrivain montreuillois, formé au Théâtre national populaire de Jean Vilar et fondateur en 1964 du Théâtre-École de Montreuil, un théâtre pour toutes et pour tous. Et Jean Guérin, c'est un artiste dont le travail a laissé une empreinte inestimable à Montreuil et inspire encore aujourd'hui les politiques culturelles de la ville. Cette année, le jury a décerné la bourse à Camille Pouget, une jeune comédienne, autrice, metteuse en scène, dont on a découvert il y a quelques années le travail et le talent au théâtre municipal Berthelot, Jean Guérin encore, avec sa première pièce qui s'appelait Certitude et qui mettait en scène des suffragettes et les combats pour le droit de vote des femmes. Dans son projet lauréat, celui donc qui a gagné cette bourse, qui s'appelle pour le moment Une canette pour l'humanité, Camille parle d'une réalité mexicaine. Dans ce pays, vous le savez ou pas, des milliers de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et les bouteilles d'eau sont plus chères que les bouteilles de soda. Donc, ce qui donne lieu à un diabète galopant dans la population. Et elle parle également de la corruption, etc. Et partant de cette réalité, elle interroge le sens du plaisir quand ce plaisir est orchestré, quand il entretient un système qui détruit l'humanité. Et je pense que ce projet qui va être accompagné donnera certainement un texte assez fort, en tout cas nous l'espérons et nous ferons tout pour l'accompagner. Parce que, outre l'aspect sonnant et trébuchant de cette bourse, la lauréate bénéficie aussi d'un accompagnement du théâtre municipal tout au long de l'année pour la réalisation de son projet. Elle bénéficie aussi du soutien de lieux qui sont représentés dans le jury, dans lequel on trouve le théâtre public de Montreuil, les bibliothèques de Montreuil, les éditions théâtrales qui sont basées à Montreuil. Il y a également des auteurs et des autrices dramatiques, 2 professeurs du collège Politzer et une professeure du lycée Condorcet, et puis évidemment les programmateurs de nos théâtres. Les projets de plusieurs lauréats de cette bourse ont connu et connaissent encore un vrai succès hors de la ville. On a pu encore en voir un à Avignon cet été, ce qui confirme l'importance de notre dispositif. Et cette bourse fait partie des dispositifs qu'on a mis en place dans le cadre de notre service public local de la culture pour soutenir la création. Et dans notre ville, qui est si particulière, notre politique culturelle se fonde sur 2 axes essentiels et complémentaires. D'une part, le soutien aux très nombreux artistes qui sont habitants de la ville et qui y travaillent souvent. Et puis le service au public, avec un S, qui s'exerce dans la volonté de respect des droits culturels et avec un travail aussi essentiel qu'invisible, et je veux vraiment en parler, celui de l'action culturelle dans tous les quartiers, avec le soutien notamment des artistes et très majoritairement des femmes qui sillonnent la ville, ses écoles, ses centres sociaux. Un petit salut à mon collègue Romain Delaunay pour les centres sociaux dont on ne dira jamais assez l'excellence du travail, mais aussi grâce aux associations, aux agentes et aux agents du service public territorial engagés et militants, qu'ils soient de la culture ou de l'ensemble des autres services. Parce que cela aussi, je voulais le dire, la direction de la culture et les établissements culturels travaillent avec l'ensemble des autres services de la ville, que ce soit évidemment l'éducation, l'enfance, ce qui paraît assez logique, mais également avec la propreté, avec l'animal et la nature en ville, avec les personnes âgées, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment le souligner. Et puis bien entendu, nous travaillons avec les finances dans les sièges à mes côtés. Voilà. En France, alors ça je l'ai déjà dit, je le redis, le service public de la culture est financé à 70% par les collectivités territoriales. Et dans ces 70%, les 2/3 sont financés par les communes et leurs groupements, donc pour nous, Montreuil et Est ensemble. Pourtant, cette compétence n'est pas une compétence obligatoire. Elle ne tient que grâce à un volontarisme politique qui correspond à un choix de société.
qui correspond à la conviction des exécutifs politiques et qui sont de moins en moins nombreux. On le voit avec les désengagements décomplexés et théorisés, notamment de régions, qui font de leur désengagement un argument politique clivant, démagogique et réactionnaire. Donc on voit à quel point la conviction des exécutifs politiques est importante. Car oui, le service public local de la culture tient grâce à la conviction d'assemblées politiques comme la nôtre, pour qui la culture n'est pas un supplément d'âme, mais un choix de société, et qu'à ce titre, elle ne peut être livrée au seul secteur privé et marchand. Des exécutifs, pour qui les arts et la création sont aujourd'hui plus que jamais un pilier de notre émancipation, de nos libertés collectives et individuelles et de notre démocratie. Parce que les artistes et les œuvres nous déplacent, nous dérangent, nous exposent à la différence, nous invitent à penser autrement et parfois contre nous-mêmes. Le service public de la culture et ses usagers, ses artistes, ses agents et ses publics ont certes besoin de soutien financier, mais d'un soutien financier sans entrave qui respecte leur liberté, une liberté totale et sans condition. Or, depuis quelques années, dans notre pays, le service public de la culture est la proie d'attaques massives et accélérées contre la liberté de créer, de programmer, de diffuser, qui conduisent artistes, programmateurs et diffuseurs à s'auto-censurer pour pouvoir encore exister, pour pouvoir survivre. Alors, les censeurs peuvent être des élus, mais aussi des groupes citoyens autoritaires de tous les bords, convaincus que leurs idées, leurs réalités, leurs combats sont justes, et sans doute pour beaucoup sont-ils justes, mais ne souffrent aucun échange, aucune remise en question, et qu'ils doivent être imposés aux autres, quitte à interdire à ces autres l'accès aux œuvres qu'ils réprouvent. Côté politique, dans des dizaines de collectivités, et là je tiens mes sources de l'Observatoire de la liberté de création et d'un échange avec l'Association des bibliothécaires de France, des élus contrôlent les acquisitions des livres qui doivent entrer dans les bibliothèques, ajoutant des titres, en faisant disparaître d'autres. Et de la même façon, des élus contrôlent les programmations des théâtres, des centres d'art et des cinémas publics subventionnés. Donc, voilà. Donc, oui, alors on a des orientations politiques qu'on présente et autour desquelles on échange avec nos équipes qui sont chargées de les mettre en œuvre dans le respect, bien évidemment, de l'état de droit, des règlements et des lois. Mais à mon sens, nulle part et à aucun moment, le politique ne peut s'ingérer dans la création, dans la programmation et dans la diffusion artistique. C'est délétère et c'est extrêmement dangereux. Et à nous, parce que ça peut exister aussi à gauche et chez les progressistes, à nous de ne pas montrer l'exemple et de ne pas faire jurisprudence. Oui, on peut être surpris, déplacé, parfois dérangé par un livre, un spectacle, un film, une œuvre. Mais n'est-ce pas le rôle fondamental d'une œuvre que de remettre en question nos certitudes, que de nous amener à douter, à réfléchir, à comprendre, à faire émerger des émotions nouvelles? N'est-ce pas le rôle fondamental d'une œuvre que de provoquer l'échange, la rencontre, d'accueillir la différence et l'altérité, non pas comme un fardeau ou comme une agression, mais une forme de bonheur au sens étymologique du terme, à savoir ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui est une chance. La chance de pouvoir débattre, mettre en partage des émotions, des sensibilités, des intelligences, afin de nous élever individuellement et collectivement, de cultiver la nuance et la tolérance qui manquent tellement dans cette période, de nous construire tout au long de notre vie, plutôt que, comme la période semble l'exiger, nous contraindre à un choix binaire, au campisme, plutôt que d'accepter d'être essentialisés, voire de nous essentialiser nous-mêmes. Les artistes nous invitent au doute, à la rébellion, à la diversité, à la réinvention, à imaginer d'autres mondes et d'autres modèles. Ils ont besoin de liberté, comme nos agents du service public, programmateurs, diffuseurs, et ils nous aident à conquérir notre propre liberté. Les autrices, les auteurs, les autrices et l'auteur, il n'y a eu qu'un seul lauréat depuis qu'on a cette bourse, qui sont lauréats de la bourse Jean Guérin, en témoignent. Et je ne doute pas qu'une canette pour l'humanité, le projet de Camille Pouget, connaîtra le succès qu'il mérite. Merci beaucoup. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à l'approbation du protocole d'intervention entre le PTS Ensemble, la Ville de Montreuil et la CIFAE
sur la lutte contre la dégradation du tissu pavillonnaire. Monsieur Lechecker,